Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session qui est sur le thème comment transformer les secteurs sur lesquels il faut agir, transport, construction, énergie. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ces échanges. Alors pourquoi le transport, la construction et l'énergie? La réponse a été donnée à la session précédente. Se déplacer plus se loger égale 60% de nos émissions de CO2 en France. Pas des émissions de la production française, mais des émissions de tout ce que nous consommons, de la notion d'empreinte qui a été explicitée tout à l'heure. Ça fait donc 9 tonnes par tête en France, voire 10 selon des mesures alternatives. On ne réduira pas sérieusement les émissions de CO2 en France sans passer par ces postes absolument majeurs. Et ça tombe bien parce que pour en parler, nous avons les dirigeants de 3 entreprises de ces secteurs. Par ordre alphabétique, Xavier Huillard, PDG de Vinci, dans la construction, la concession, l'énergie, dans une très grande entreprise. Augustin de Romanet, vous êtes PDG d'ADP, Aéroport de Paris, donc Roissy, Orly, Le Bourget, mais aussi d'autres aéroports. Charlotte Roule, vous êtes directrice de la stratégie d'Engie, donc là on est à nouveau surtout dans l'énergie, une entreprise qui est venue en partie du gaz. Engie, c'est plus de 200 000 collaborateurs. Je vais commencer par une question générale sur les enjeux de la transition dans votre entreprise, et je vais commencer par vous, Charlotte. Alors, dans notre entreprise, et puis plus généralement, je pense, dans le secteur de l'énergie. Enfin, on a eu l'occasion d'évoquer ce sujet-là. L'énergie, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de ces enjeux de transformation. Et c'est le terme, d'ailleurs, que j'ai envie de retenir. Transformation plus que transition. Donc, si on va un petit peu plus loin et si on regarde ce que ça veut dire pour nos entreprises, concrètement, ça veut dire qu'on transforme notre portefeuille d'activités. On aura l'occasion d'y revenir, mais en fait, compte en termes d'actifs que nous développons, d'actifs industriels, de production d'énergie, nous faisons évoluer notre portefeuille, et c'est vrai pour tous les acteurs du secteur énergétique, avec un passé différent, mais derrière une transformation qui est profonde, qui est réelle. C'est aussi une transformation, et c'est en cela que je trouve très, très intéressant d'intervenir et pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, des métiers. On a un très gros enjeu de développer des métiers autour de la transition énergétique. On a besoin de compétences, le on étant vraiment tout à fait général au secteur, et on va le voir même au-delà du secteur de l'énergie, et ce sera peut-être mon 3e point sur ce volet-là. Transformer une entreprise de l'énergie, c'est aussi transformer son rapport dans toutes ses activités, donc son rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Donc ça fait également partie de ce qui est engagé en termes de transformation. C'est vrai pour Engie, et de nouveau, c'est vrai pour, je pense, toutes les entreprises du secteur énergétique, en tout cas très clairement, en France et en Europe. Ça va aussi un petit peu plus loin. Et je pense que sur l'énergie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur un bien qui est essentiel. C'est-à-dire que le raisonnement ne peut pas se limiter à l'entreprise. Et même si je viens de mentionner les clients, les fournisseurs, en réalité, on sait tous qu'il y a une nécessaire intervention, prise en main du sujet par l'État, les institutions. On est sur une nécessité de maintenir l'approvisionnement en énergie pour chaque pays. Je pense que chacun a ces exigences-là en tête. Et du coup, cela structure l'approche. Ce que je veux dire par là, c'est que une approche sur l'énergie peut être de se dire allons sur plus de renouvelables. Et effectivement, c'est quelque chose qui est soutenu, qui est partagé. Chez Engie, nous, on pourra y revenir, mais nous développons énormément la production d'électricité dite renouvelable. Maintenant, il faut avoir une vision du système énergétique global. Donc, il y a des usages qui sont difficiles à décarboner. De manière générale, alors là, je vais me centrer sur la France, mais on est sur un pays qui est électrifié à 25%. Donc, même si on va aller vers une électrification de l'ordre de 50% à horizon 2050, le chiffre diffère un peu selon les scénarios que vous allez pouvoir observer, RTE, ADEME, nous on a nos propres scénarios, mais enfin ce sera autour de ce type de pourcentage. Il y a quand même énormément d'usages qui aujourd'hui ne sont pas décarbonés, sont à décarboner. Et par ailleurs, le fait d'augmenter la production d'électricité renouvelable, et ça a été évoqué notamment par Patrick Artus, induit un besoin de flexibilité. On est sur de l'interruptible, donc on peut stocker dans une certaine mesure l'électricité d'origine renouvelable, mais il faut surtout avoir des moyens de production flexibles. Et en fait, c'est du thermique, concrètement. Et puis le dernier point peut-être sur le secteur de l'énergie, c'est qu'effectivement, évidemment, la crise que nous connaissons aujourd'hui rend le sujet d'autant plus actuel. Alors c'est la guerre en Ukraine.
c'est l'incitation du coup à la sobriété énergétique. C'est pas uniquement la guerre en Ukraine. Et je voudrais revenir sur finalement notre première table ronde. On a un effet de dérèglement climatique qui est observable. On a eu l'occasion de mentionner la Chine. En Chine, là cet été, on a un effet de sécheresse énorme, notamment dans le Sichuan, qui est majoritairement producteur d'hydroélectricité, avec des méga-feux qui arrivent et des coupures d'électricité. Et donc à partir de là, il y a un vrai travail à faire sur comment, en tant qu'entreprise du secteur énergétique, dans cet environnement très global qui nous dépasse, on approche la transformation de notre portefeuille, comment finalement on va l'ancrer dans le temps avec des indicateurs année après année qu'on va suivre pour vérifier qu'on suit bien notre trajectoire, et comment et finalement on va délivrer cette transition énergétique à l'échelle au moins de notre entreprise. Augustin, vous donc vous êtes dans le transport aérien qui est remis en cause assez fréquemment dans le cadre de la perspective de cette transition. On aura l'occasion peut-être de parler tout à l'heure des jets privés qui sont au cœur d'une polémique aujourd'hui. Comme vous exploitez le Bourget, vous êtes évidemment concerné. Mais avant d'aller sur les points particuliers, je voudrais votre posture vis-à-vis de l'avenir du transport aérien dans cette transition écologique et énergétique. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Jusqu'en 2019, l'ensemble de l'écosystème du transport aérien, à commencer par les constructeurs d'avions, pensait que la dernière goutte de kérosène serait pour eux. Et donc, force est de constater que l'innovation, la recherche en matière de carburant aéronautique durable, en matière de nouveaux modes de propulsion des avions, était au degré zéro, enfin presque zéro. Et quant aux compagnies aériennes, elles n'hésitaient pas à dire publiquement qu'il n'était pas question d'utiliser des carburants durables parce que c'était beaucoup trop cher. Ça, c'était 2019. Le monde a totalement changé. Aujourd'hui, les compagnies aériennes reconnaissent que les clients demandent des carburants aéronautiques durables. Et elles disent aux pétroliers, mais fournissez-nous des SAF, Sustainable Aviation Fuels. Et les pétroliers continuent à dire « Ah oui, mais on ne produit pas de carburant aéronautique durable parce qu'il n'y a pas de demande. » Mais non, la demande, elle est en train de s'exprimer. Donc, la situation a totalement changé depuis 3 ans et le secteur aérien aura été sans doute un des secteurs qui aura pris le tournant de la décarbonation le plus tard, mais ça n'est sûrement pas une raison pour penser qu'il ne le prendra pas. Et mon pronostic est que ce monde de l'aviation, qui est le monde du risque, le monde de l'innovation, souvenez-vous que quand vous preniez un avion en 1914, vous aviez une chance sur 5 de ne pas revenir. Donc les aviateurs sont profondément des gens qui prennent des risques, qui innovent. Je suis très confiant dans le fait que le monde de l'innovation, de la technologie, ces nouveaux métiers, comme vous le disiez, madame, vont ouvrir un boulevard aux ingénieurs dans les 20 ans qui viennent pour réussir ce défi de la transition énergétique. Alors, en un mot, l'écosystème de l'aviation disait « Oui, mais nous ne représentons que 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est très peu par rapport à ce qui se passe dans le monde. » Certes. Mais d'une part, la demande de transport aérien va continuer à croître. Songez qu'un Indien, aujourd'hui, voyage 28 fois moins qu'un Américain. Dans les 20 ans qui viennent, 300 millions d'Indiens vont voyager alors qu'ils ne voyageaient pas auparavant. Donc on estime qu'il y aura environ 9 milliards de passagers par an aux alentours de 2050, là où nous étions à 4,5 milliards de passagers en 2019. Donc nous allons sur un trend d'un doublement du nombre de passagers, et raison pour laquelle il est impératif d'avoir des modes de propulsion des avions qui soient aussi décarbonés que possible. Alors, donc, on estime que si l'aviation ne faisait aucun effort, on passerait de 2,5% des émissions mondiales à 10% en 2050. C'est évidemment très significatif. Alors, les enjeux sont multiples. Je ne veux pas être trop long parce que vous me mettez là sur une autoroute ou plutôt sur un vol. Ne vous envolez pas. Un vol Paris-Alaska en pilotage automatique. Je suis capable de vous emmener pendant 3 heures, donc je vais m'arrêter très vite. Moi, je dirais que nous avons 2 enjeux politiques majeurs. Le premier, c'est d'accepter que lorsqu'on s'occupe du transport aérien, la décarbonation n'est pas une option. Et donc, ça doit nous rendre assez détendus sur le fait que, par exemple, nous, aéroports, nous ne concevons pas notre métier comme un métier visant à accroître le transport aérien.
toute façon, il va croître naturellement, et surtout dans les pays en voie de développement. Notre métier, c'est principalement d'accueillir les passagers dans des bonnes conditions, pour éviter que le passage à l'aéroport ne soit une punition. Nous sommes une maison d'hospitalité. Donc la croissance est un objectif second pour vous? Pour moi, la croissance, elle va être donnée par les besoins de la population, mais elle va être freinée par deux choses. D'une part, l'augmentation du prix de l'avion, parce que, et je viens directement à mon deuxième sujet, on va avoir un sujet de schizophrénie très intéressant, qui est la question de qui va payer cette transition énergétique. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ça va coûter très cher. On a deux solutions. On fait payer le contribuable ou on fait payer l'utilisateur. Je suis profondément convaincu que faire payer le contribuable est une hérésie. Faire payer l'utilisateur présente deux bénéfices. D'abord un bénéfice d'équité, puisque c'est normal que ceux qui profitent de l'avion payent la décarbonation de l'avion. Et deuxièmement, un bénéfice d'élasticité, puisque même si cette élasticité, on l'a vu cet été, est relativement modeste, puisque les prix de l'avion ont augmenté de 43% au premier semestre, et pourtant, nous avons à Orly plus de passagers aujourd'hui qu'en 2019, même si en 2019 on refaisait une piste, donc le trafic était un peu écrété. Mais il demeure que pour les vols domestiques et Schengen, le trafic est quasiment revenu au niveau pré-Covid. Bon. Donc, malgré des billets d'avion qui ont énormément augmenté. Donc, pourquoi je dis schizophrénie, et je vais m'arrêter là parce que je serai trop long. Lorsque je fais des présentations en expliquant que je crois que le prix du billet d'avion va nécessairement augmenter à raison du prix de la décarbonation, donc le prix des avions électriques, le prix des avions propulsés par hydrogène, le prix des carburants aéronautiques durables, on y reviendra, eh bien, ça va freiner, je pense, certains déplacements. Et il est possible que dans 40 ans, il ne soit plus de bonne loi d'aller passer tous les Noëls aux Maldives. On ira une fois dans sa vie passer 3 semaines aux Maldives, mais aller chaque Noël aux Maldives ou aux Seychelles, c'est pas forcément l'idée du siècle, compte tenu des contraintes que nous connaissons. Et donc, ça va être très intéressant parce que lorsque je dis le prix des billets d'avion ont augmenté, les gens dans la salle me disent « Ah oui, mais alors, c'est très mauvais pour les catégories modestes, il va falloir faire une sécurité sociale des avions. » Je ne l'invente pas, hein. Une sécurité sociale des avions pour que tout le monde puisse se payer l'avion. Et donc là, on observe une certaine schizophrénie. Les mêmes qui disent il faut plus d'avions, il faut décarboner l'avion, etc. Quand on leur dit écoutez, oui, on est d'accord, il faut moins d'avions, et il faut que les avions soient plus modernes, donc qu'on investisse et que le billet d'avion coûte plus cher, les mêmes vous disent ah oui, mais ça interdira aux pauvres de prendre l'avion. Mais non. Je pense qu'on va avoir un usage plus modéré de l'avion dans les pays développés. Et c'est d'autant plus important qu'on va, encore une fois, faire face à une demande exponentielle d'avions dans les pays en voie de développement, notamment l'Afrique. Quand vous regardez des cartes des routes aériennes, vous voyez que l'Afrique est une espèce de continent vide, et ça n'est probablement pas éternel. Personnellement, j'ai renoncé à prendre l'avion cet été, en partie à raison du coût, mais pas uniquement. Xavier, vous dirigez une entreprise qui est par ses activités, enfin dans des activités qui sont très émettrices de CO2, il faut transporter beaucoup de matériaux, il faut du béton, et le béton est très émetteur de CO2. Et vous êtes aussi une entreprise qui est extraordinairement décentralisée. Et donc, pour vous, cette transition, elle reflète un défi tout à fait particulier. Je voudrais que vous témoigniez de cette particularité. Merci. D'abord, merci d'avoir intitulé cette table ronde comme vous l'avez fait, parce qu'il se trouve que mobilité, construction et énergie sont les 3 activités de Vinci. Donc j'ai eu l'impression que ça avait été fait pour moi. Peut-être que j'abusais un petit peu, Béatrice. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que oui, on a parfaitement conscience chez Vinci d'être au cœur du problème, d'être même le problème. Plus de 60% des émissions mondiales de CO2. En revanche, et je vais y revenir, on a également le profond sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour être largement partie de la solution. Et on a plein d'initiatives que je vais citer un petit peu en vrac qui nous permettent de l'affirmer. Dans un second temps. Dans un second temps. Alors, simplement, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? D'abord, on arrête de réfléchir et on passe à l'acte. Il y en a un peu ras-le-bol d'effectivement entendre toujours les mêmes discours qui nous disent ce qu'il faudrait éventuellement faire, y compris d'ailleurs le propos sur le taxe carbone qu'il faudra sans doute mettre en place, mais je ne crois pas aux solutions miracles. Moi, ce qui me semble, c'est que si on ne fait que prendre les
solutions qui existent sur les étagères des différents fournisseurs, et si on les implémente de façon systématique, relativement rapidement, pour ce qui nous concerne entre 2020 et 2030, on arrive à démontrer qu'on est sur la courbe de l'accord de Paris. On sait le faire. Ah oui, avec les solutions existantes. Eh oui, eh oui. Et en plus, j'y reviendrai tout à l'heure, on fait le calcul de ce que ça va nous coûter, de ce que ça va nous rapporter, et on arrive à la conclusion qu'on y gagne de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Alors comment on s'y est pris dans une organisation très décentralisée, puisque c'était votre interrogation ? Eh bien, on a fait du top-down et du bottom-up, c'est-à-dire une impulsion au niveau corporate sur le fait que oui, il faut être sur l'accord de Paris, donc moins 40%, un travail au niveau des différents métiers, 150 plans d'action répartis selon les métiers, ce qui vont de la mobilité électrique, enfin transformation de notre flotte de 50 000 véhicules en mobilité électrique ou pour les fourgons pas tout à fait électriques, plutôt à base de gaz dans un premier temps, qui vont au fait de mettre au point des technologies en matière de béton bas carbone, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on a ramassé les copies, on a constaté qu'effectivement, si on fait tout ça de façon systématique entre 2020 et 2030, on y arrive, et qu'en plus, je l'ai dit, on gagne de l'argent. Et ensuite, derrière, il faut mobiliser nos 260 000 collaborateurs. Parce que c'est eux qui ont la solution, dès lors qu'on est dans cette attitude très pragmatique qui consiste à simplement mettre en œuvre, dans l'urgence, des solutions qui existent déjà. Et donc, on a lancé ce qu'on a appelé un prix de l'environnement, qui a consisté non pas à dire aux gens quelles sont les idées dont vous pensez qu'elles pourraient être implémentées, c'est quelles sont les solutions que vous avez déjà implémentées chez vous, que ce soit à Manaus, à Santiago du Chili avec ADP ou ailleurs dans le monde, quelles sont les idées que vous avez déjà implémentées. Parlez-nous de la manière dont vous y êtes pris, de façon à donner envie à d'autres habitants de l'archipel Vinci de les mettre en œuvre. Voilà. Et on a constaté que l'enthousiasme de nos 260 000 collaborateurs pour cette démarche était incroyable. Et j'ai coutume de dire que c'est la première fois dans ma vie professionnelle que nous tenons un thème qui enthousiasme tout le monde au même moment, dans toutes les géographies et dans tous nos métiers. Et comme je suis absolument convaincu de la puissance de l'intelligence collective, j'en déduis que si on est tous dans cet état d'esprit, à tous chercher à agir dans le court terme, tous de façon synchrone, avec cet objectif urgent, d'abord 2030 puis 2050, on va finir par y arriver. Et en plus de ça, ça a été un facteur de cohésion sociale au sein du groupe qui est formidable, parce que tout le monde travaille sur le même thème au même moment. Donc moi, je suis très enthousiaste parce que je pense qu'effectivement, on a absolument les moyens d'être sur la courbe de Paris. Il faut simplement arrêter de réfléchir et passer à l'acte. Et qu'en plus, je réalise que c'est extrêmement positif en termes de cohésion sociale à l'intérieur du groupe et en termes de développement du sens, évidemment, puisque en plus, ça donne du sens à chacun de nos collaborateurs quant aux missions et aux raisons d'être de leurs interventions à l'intérieur du groupe. Merci d'apporter de l'enthousiasme sur un sujet sur lequel on l'a vu depuis le début de cette matinée. On a souvent des raisons de s'inquiéter, voire de s'angoisser. Et je crois que vous avez dit un point qui est très important et que, en tant que journaliste, j'entends dans beaucoup d'entreprises, c'est que c'est un levier de motivation qui est extraordinaire et c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Alors, vous avez eu des... Je peux rajouter un petit truc. Oui. J'ai également écouté la table ronde précédente. Moi, je suis contre l'idée de dire que tout ça va coûter cher et qu'il va bien falloir que quelqu'un paye. Enfin, Augustin n'était pas tout à fait du même avis que vous là-dessus. Oui. Non, mais ça a été dit tout à l'heure notamment, je crois que c'est Antoine qui a dit que il fallait s'habituer au fait que la mobilité allait coûter plus cher. On est dans une phase de transition. Donc, ce qui est évident, c'est que entre le point A où nous sommes et le point B dans 10 ans, ça va coûter plus cher. Mais normalement, dans 10 ans, la mobilité, elle coûte pas plus cher. Regardez le prix de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert aujourd'hui, c'est 4-5 fois plus cher que l'hydrogène gris. Mais on est tous convaincus que par le développement d'un certain nombre de technologies, par des effets de massification, l'hydrogène vert va finir par coûter à peu près le prix actuel de l'hydrogène gris. Et donc, ça veut dire que les mobilités à base d'hydrogène, c'est-à-dire en particulier les locomotives et les camions,
peut-être demain les véhicules légers, après-demain plutôt, vont finir par pouvoir circuler avec un carburant qui ne sera pas beaucoup plus onéreux que le carburant actuel. Donc la difficulté, c'est qu'il faut, dans l'urgence, faire ce que je disais il y a 3 minutes, c'est-à-dire agir, mettre en œuvre des solutions qui existent, se projeter à 10, 15 ans, et avec dans l'intervalle des mécanismes, à mon avis, plutôt de subventions provisoires, comme on l'a fait sur les panneaux solaires, par exemple, qui permettent d'accompagner pour atteindre le moment où les technologies seront arrivées à maturité et permettront d'avoir des mobilités, de l'habitat, de la climatisation à des prix qui sont tout à fait corrects et tout à fait conformes à ce qui se pratique aujourd'hui avec des énergies fossiles. Donc nécessité d'investissement très important, hein, d'une bosse d'investissement en fait, puisque investissement dans la recherche, investissement aussi dans les nouveaux outils de production, mais une bosse qui devrait ensuite Mais le monde n'a jamais autant eu d'argent en circulation. Donc l'important, c'est de trouver des mécanismes qui permettent de motiver les détenteurs de ces capitaux à investir dans ces métiers et dans ces technologies. Et ça passe sans doute, encore une fois, comme on l'a fait sur les panneaux photovoltaïques pendant 20 ans, ça permet la condition de mettre en place des mécanismes incitatifs, comme les Allemands le font aujourd'hui sur le déploiement de bornes de recharge électriques sur les réseaux routiers et autoroutiers. Nous, on balbutie encore. Les Allemands, ils ont décidé de s'y mettre avec un mécanisme incitatif qui permet de mobiliser de l'argent. On a la chance d'être dans une phase, certes, parfois un peu angoissante, mais où il n'y a jamais eu autant d'argent. Il y en a trop, même. Alors, je voudrais qu'on soit maintenant... vous nous disiez concrètement ce que ça veut dire. On a eu des idées très générales jusqu'à maintenant, et c'était normal, mais j'aimerais que vous nous disiez comment cette transition s'amorce de manière très concrète sur des projets différents. On va peut-être commencer par vous, Augustin, sur cette question. Alors, commençons par les aéroports en eux-mêmes. Donc, le lieu de l'aéroport est un lieu qui émet du CO2. Assez modestement, c'est 5% des émissions du secteur aérien, mais néanmoins, nous avons donc une feuille de route qui est d'électrifier tous nos véhicules de piste, y compris les tracteurs d'avion, qui sont des très gros véhicules, tous les autobus sur les pistes, l'alimentation en climatisation et en électricité des avions qui sont au contact, et puis aussi d'aménager nos aéroports pour que la voiture prenne moins de place. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au plan masse d'Orly, par exemple, et on se pose la question de savoir si en 2030, l'accès à Orly ne devrait pas être une zone de faible énergie, c'est-à-dire une zone interdite aux véhicules thermiques. Alors ça oblige évidemment à concevoir de façon totalement différente l'accès à l'aéroport, à prévoir ce qu'on appelle des people movers, c'est-à-dire des véhicules électriques collectifs pour aller des parkings déportés jusqu'au centre de l'aéroport. Donc, premier, je dirais, chantier, le fait que l'aéroport soit zéro émission nette, et nous ambitionnons qu'Orly soit zéro émission nette en 2030 pour toutes les opérations aéroportuaires, ce qui suppose donc une réflexion sur les émissions de l'aéroport et les accès, et donc que ce soit Orly ou Charles de Gaulle, mais dans tous nos aéroports dans le monde, nous réfléchissons à diminuer la place de la voiture. Et évidemment, celui qui a autant bataillé pour le CDG Express ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui, ce projet soit presque une évidence, alors même qu'il a été pendant si longtemps contrebattu. Donc ça, c'est la première chose. Alors nous avons naturellement recours à des énergies renouvelables. Nous profitons du fait, en Île-de-France par exemple, que notre sous-sol bénéficie d'une eau à 75 degrés à 1800 mètres de profondeur. Donc nous faisons beaucoup de géothermie. Nous allons construire à Charles de Gaulle une centrale géothermique qui va venir en complément de notre centrale à bois, qui chauffe déjà 25% de l'aéroport avec du bois des forêts de l'Est de la France. Donc ça, c'est pour l'aéroport stricto sensu. L'aéroport stricto sensu va aussi être un hub multi-énergie pour fournir de l'hydrogène. Alors fournir de l'hydrogène d'abord, comme l'a dit Xavier Huillard, aux camions, puisque c'est probablement à court et moyen terme pour les camions, pour les autobus, pour les transports collectifs, que l'hydrogène sera le plus adapté. Mais dès à présent, nous sommes obligés de répondre aux projets des constructeurs d'avions, dont certains nous disent qu'ils seront capables de produire un avion propulsé avec de l'hydrogène en 2035. Alors même si à titre personnel, je pense que c'est peut-être un tout petit peu tôt, le gouvernement, dans son plan de 7 milliards d'euros du plan hydrogène, a demandé aux constructeurs aéronautiques d'être en mesure de préparer cet avion à propulsion hydrogène en 2035. Et donc, nous nous apprêtons à
être des fournisseurs d'hydrogène, donc non seulement pour notre écosystème de transport collectif et l'écosystème de transport lourd dans l'aéroport, mais aussi peut-être pour les avions. Par ailleurs, nous devons fournir des carburants aéronautiques durables. Et je saisis cette occasion pour dire qu'il faut populariser le fait que, dès à présent, au Bourget, nous avons une station-service qui produit un carburant aéronautique durable avec 30% de biocarburants intégrés. Ce sont des biocarburants qui sont produits par un procédé assez fruste, qui est un des rares qui soit aujourd'hui opératoire, qui est le procédé qu'on appelle HEFA, qui consiste à récupérer des huiles de cuisson usagées. Donc la difficulté, c'est que les Français ne mangent pas assez de frites, donc on a un problème de récupération de matières premières, mais c'est la vérité. Total utilise des résidus de Kentucky Fried Chicken, de McDonald's, etc. Et a d'ores et déjà une offre de carburant aéronautique durable de 30%. C'est la raison pour laquelle je me permets de mettre ma petite pierre dans le débat pour dire qu'il suffirait simplement de dire aux personnes qui utilisent des avions d'affaires qu'elles sont largement invitées, voire obligées à mettre ce carburant-là dans leur soute, même si la production n'est pas infinie aujourd'hui. Eh bien, on aurait déjà fait un très très grand pas pour alléger la charge morale du débat sur les avions d'affaires. Donc, nous devons nous préparer, d'une part, à accueillir les avions électriques, d'autre part, les avions propulsés à l'hydrogène, et puis à alimenter les avions en carburant aéronautique durable. Donc ça, c'est une réflexion de long terme que nous menons dès à présent très activement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, entre autres, c'est premièrement, ça nécessite vraiment une transformation profonde de vos activités, de votre organisation. Vous l'avez bien décrit avec l'aéroport ZFE, ce qui peut paraître presque paradoxal aujourd'hui. Et deuxièmement, la nécessité de travailler différemment avec les clients, d'avoir de faire une co-construction avec les clients qui a un fonctionnement assez différent. Xavier, concrètement, vous avez commencé à donner des exemples. J'aimerais que vous en décortiquiez deux ou trois. Alors pour faire la transition, je vais un tout petit peu parler des aéroports, parce que par ailleurs, nous gérons 70 aéroports de par le monde. Donc c'est tout ce qu'a évidemment très très bien dit Augustin. Je rajouterai sans doute deux choses. D'abord, de l'éco-modulation des redevances aéroportuaires, de façon à inciter nos clients en compagnie aérienne de plutôt changer leur flotte, parce que ce faisant, ils auront des redevances à payer aux aéroports qui seront moindres par rapport à ceux qui n'ont pas fait cet effort. La deuxième, c'est que tout le monde a compris, et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a mis un certain temps à le comprendre, nous, qu'une plateforme aéroportuaire, c'est beaucoup de foncier, mais en réalité très peu de surface utilisée par les avions. Et donc, partout là où les avions ne vont pas, c'est-à-dire la piste et les parkings, vous pouvez, c'est pas aussi simple que ça, tartiner avec des panneaux photovoltaïques. À titre d'exemple, sur un petit aéroport qui est un peu le Beauvais de Stockholm, que nous venons de revendre d'ailleurs, les calculs montrent, et on est en train de le faire, qu'on peut produire 100 mégawatts crête. Et donc, on est là dans un dispositif vertueux, puisque l'hydrogène dont parlait Augustin tout à l'heure, il peut être produit en partie, et parfois totalement, par de l'électricité verte que nous produisons sur le foncier sur lequel on peut tartiner des panneaux photovoltaïques sur nos plateformes aéroportuaires. Et ça me fait la transition avec mon deuxième métier, qui sont les autoroutes. Là encore, la grande surprise, c'est pourquoi diable on ne l'a pas fait avant. C'est vrai, parce que probablement on n'avait pas ça dans la tête. Quand on regarde en détail sur notre réseau autoroutier français, 4400 km d'autoroutes à peu près, d'autoroutes concédées de façon provisoire, comme vous le savez, puisqu'on est réputé les rendre un de ces jours, je ne sais plus très bien quand, en 2035 ou 2036. Et donc, les polémiques dont on fait l'objet vont durer jusqu'en 2035, 2036. On a l'habitude, c'est pas très grave. Eh bien, on s'est intéressé au fait de savoir ce qu'on pourrait mettre comme panneaux photovoltaïques sur nos autoroutes en utilisant tous les fonciers disponibles, les bords d'autoroute, sans pour autant, évidemment, perturber la circulation automobile. Eh bien, la conclusion, c'est qu'on peut générer 1 gigawatt crête d'électricité verte, et que ça, c'est en gros la puissance dont on aura besoin pour alimenter les véhicules électriques en 2035, lorsqu'ils se seront popularisés. Donc nous sommes capables, en économie circulaire, de générer sur notre propre réseau autoroutier la puissance électrique qui va permettre d'alimenter les batteries de nos clients véhicules légers à l'horizon 2035. Voilà. Et donc, on commence.
Sur les autoroutes, on a 2-3 autres choses qui sont extrêmement efficaces et on est toujours un petit peu peiné de voir que ça n'avance pas assez vite. C'est pas de notre fait. C'est d'abord le développement du covoiturage. Mais ça suppose d'avoir des parkings de covoiturage, comme il y en a notamment aux portes de Paris à Longvilliers. C'est-à-dire un parking où vous laissez gratuitement de votre véhicule. On y met également des bornes de recharge pour que pendant le temps où vous laissez votre véhicule, il en profite pour se faire recharger. Et là-dessus, vous descendez de façon sécurisée pour aller récupérer un bus qui va vous amener, en utilisant l'autoroute sur une voie un peu dédiée, au point d'accès le plus proche du réseau de transport en commun. Et ça, on ne le déploie pas du tout assez. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle des gares d'intermodalité, c'est-à-dire des endroits le long des autoroutes où on peut faire de l'intermodalité en termes de mobilité entre la mobilité voiture et les mobilités transport en commun, bus ou ferré. Et puis, la troisième chose, là encore, on se désespère que ça n'avance pas assez vite, c'est le déploiement des bornes de recharge électriques sur le réseau routier et autoroutier. Nous avons décidé que l'ensemble de nos aires d'autoroute seraient équipées de bornes de recharge rapides et ultra rapides en 2023. Ouais. Le problème, c'est que ça permet sans doute d'à peu près adresser le sujet entre maintenant et 2030. Mais ça va exploser. Et donc, il faut avoir une vraie politique qui prenne en compte les besoins de mobilité, de recharge de la mobilité électrique lorsqu'elle se sera déployée pleinement à l'horizon 2035 ou 2040. Et ça, je pourrais rentrer un peu dans le détail, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les Allemands avaient pris un peu de retard en matière de bornes de recharge électrique. Ça y est, ils sont en train de le rattraper avec le lancement de 2 appels d'offres qui sont très très bien montés et qui permettent d'inciter un certain nombre d'investisseurs à faire effort d'investir dans un réseau cohérent de bornes de recharge rapide et ultra rapide sur l'ensemble du réseau routier allemand. Ce qui nous manque, c'est ça. C'est de la gouvernance de cette transition. On n'est pas très très bon en France sur ce sujet-là, donc on y va, mais on y va sans doute de façon moins efficace que si on était un petit peu organisé collectivement pour aller plus vite. Et puis dans les métiers de la construction, le métier de la construction... Juste un exemple, parce que... Oui. Juste un exemple. Un exemple de quoi? Dans la construction? Dans la construction, un exemple, c'est le béton bas carbone. C'est-à-dire que tout à l'heure, effectivement, on évoquait le fait que l'aviation est sous les écrans radars, sans jeu de mots, en termes d'émissions de CO2. Et Augustin l'a dit, c'est 2,5, moi j'ai 2,8, mais peu importe, c'est moins de 3%. Les émissions de CO2 induites par le béton au niveau mondial, c'est 8%. Et donc, s'il y a un sujet sur lequel les Greta diverses devraient focaliser, c'est pas tellement l'aviation, c'est le béton. Et accessoirement le digital. Et donc, nous avons mis au point une gamme de béton bas carbone et ultra bas carbone qui peut aller jusqu'à 70% de gains de CO2, de baisse des émissions de CO2. Et nous avons pris l'engagement qu'à l'horizon 2030, 90% des bétons que nous mettons en œuvre seront des bétons bas carbone ou ultra bas carbone. Et ça commence. On l'a fait sur les chantiers du Grand Paris Express avec des voussoirs en béton bas carbone, ultra bas carbone. On l'a fait sur l'Archipel, qui est notre nouveau siège social à Nanterre. On le fait sur le village des athlètes à Saint-Denis, ce qu'on appelle la zone universelle. Ça y est, ça démarre. Et notre responsabilité, en gros, de leader dans ces métiers de la construction, nous donne évidemment l'obligation d'ouvrir la voie et d'être exemplaire sur l'opiniâtreté que l'on met à mettre en œuvre ces différentes solutions. Voilà, et je pourrais en citer évidemment plein d'autres, mais j'ai compris que j'avais déjà dépassé mon temps de parole. Juste le béton bas carbone, il est moins cher que le béton... La réalité, c'est qu'il est au même prix. Il y a un autre sujet qui est très étonnant. Si. Parce que j'ai oublié notre activité routière. On sait aujourd'hui recycler une route à 100%. Vous prenez une route, vous la rabotez, vous récupérez tous les matériaux, les bitumes, les cailloux, vous mettez ça dans une machine spéciale, vous rajoutez juste une toute petite goutte de poudre de perlimpinpin et vous pouvez remettre tout ça sur la route. Le problème, c'est pas le prix, parce que ça coûte pas plus cher. Le problème, c'est petit à petit, on va y arriver, faire accepter par nos clients que c'est aussi durable que si c'était des matériaux neufs. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis en œuvre pour la première fois sur une section autoroutière de chez nous, pour montrer que nous y croyons. La preuve, c'est que nous le mettons sur nos autoroutes. Donc on revient au travail avec les clients, et avec vous aussi, Charlotte, ça va être le cas. Je voudrais que vous nous citiez à votre tour quelques exemples de cette transition chez vous.
Alors, peut-être, oui, en effet, quelques éléments, quelques exemples. Je mentionnais tout à l'heure la nécessité de tenir compte de l'ensemble du paysage énergétique, de tenir compte de tout ce qu'on peut faire. Donc, nous, on croit beaucoup à l'électricité dite verte, mais aussi au gaz vert. Et c'est un des exemples que je voulais partager avec vous, c'est la réflexion. Alors, on a parlé de l'aviation, mais le maritime est également un sujet qui réfléchit beaucoup à sa décarbonation, qui y va à marche forcée, à vrai dire, et qui a un véritable engagement pour développer des fuels alternatifs au bout du compte. Et donc, nous, en tant qu'Engie, avec notre passé de gazier, on travaille depuis un certain temps sur le biométhane de première génération. On a eu l'occasion d'évoquer un peu ces sujets-là. Donc, on est plus sur un environnement agricole, mais aussi biométhane de deuxième génération, e-méthane, où là, on va être sur des usages plus industriels au bout du compte. C'est-à-dire qu'en termes de procédés, c'est un petit peu différent, mais l'idée est similaire. Et donc, sur ce volet-là, on vient de s'associer. Donc, on avait un projet déjà lancé sur ce biométhane de deuxième génération. Et nous avions pris l'habitude de travailler avec CMA CGM, un très grand transporteur maritime que vous connaissez tous. Donc maintenant, on travaille ensemble sur ce projet dit Salamandre, qui va être au large du Havre, pour pouvoir produire du biométhane de deuxième génération. Et donc on est sur un investissement qui est assez important, de l'ordre de 150 millions d'euros. À horizon 2026, on produira 11 000 tonnes de biométhane de deuxième génération. Et l'idée, c'est de pouvoir aller à horizon 2028, ce sera progressif, jusqu'à 200 000 tonnes. Mais vraiment, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est ça part d'une approche, nous on est gazier, on croit dans cette complémentarité des énergies, dans je dirais l'importance du système énergétique global, et puis on observe que nos clients ont des usages qui ne sont pas simples à décarboner et sur lesquels on peut intervenir. Et en fin de compte, voilà, le partenariat s'est noué assez simplement. Si je devais donner peut-être quelques autres exemples, alors un autre autour du gaz de nouveau, sur l'hydrogène vert, nous travaillons avec Total Energy sur leur bioraffinerie dans le sud de la France. Et là, l'idée, c'était vraiment de créer... alors, c'est si vous voulez, un électrolyseur de 40 gigawatts, 40 mégawatts, pardon, pour créer de l'hydrogène vert qui va derrière permettre de produire des biocarburants dans cette usine. Donc, on a mis en place un certain nombre de panneaux solaires, donc on est sur 100 mégawatts qui alimentent. L'électricité est verte. L'électricité est verte, donc l'hydrogène est vert, et il permet à cette bioraffinerie de verdir, si je puis dire, sa production. Et donc là, ces usages-là industriels, effectivement, montrent que la demande est là. Alors, elle n'est pas toujours complètement là, l'hydrogène. Ça reste effectivement un sujet, et on essaye au maximum d'agréger la demande de manière à pouvoir avoir un cas concret à un moment donné, qui justifie un investissement. On est un acteur privé, il faut aussi pouvoir le justifier. Mais au bout du compte, vous voyez, les projets sont là. Et peut-être un dernier point, alors là, c'est beaucoup plus modeste, mais je trouve intéressant d'explorer aussi ces pistes-là. Alors, je voudrais faire référence à une usine de Yoplait, Yoplait Production France, à Vienne, et en fait, dans laquelle il y avait, tout simplement du fait du procédé, de la chaleur fatale. Et ce qu'on a proposé à ce client, c'est de travailler avec eux pour récupérer cette chaleur fatale qui aujourd'hui sert pour 60% les besoins en chauffage de 800 logements sociaux dans la région, d'une école, et au bout du compte, ce qui a permis pour le quartier de réduire de 50% leurs émissions de CO2. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grands projets, mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire en allant sur le terrain, en discutant avec nos clients et en mettant en œuvre un certain nombre de solutions qui aujourd'hui, effectivement, existent pour partie et qui, pour d'autres, nécessitent de la réflexion, de l'innovation, et c'est le cas sur tout ce qui est gaz vert, mais ça avance. Alors, production fatale, électrolyse, ça vous rappelle peut-être vos cours de physique ou de chimie, et ça montre qu'il faudrait élargir sans doute les entretiens enseignants-entreprises à aussi les enseignants scientifiques, parce que dans cette transition énergétique et écologique, c'est absolument indispensable d'aller jusque-là. Alors, il y a une remarque qu'a faite Xavier tout à l'heure qui a été relevée, qui est il faudrait que je mette mes lunettes pour voir. Mais l'idée, c'est que pourquoi est-ce que ça va pas assez vite, et quel est est-ce que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, mais pas uniquement. Qu'est-ce qui fait que ça va pas assez vite? Qu'est-ce qui permettrait d'aller plus vite? C'est à moi que s'adresse la question. Pour le début, oui. Les choses sont peut-être en train de changer, sans doute en train de changer. La première réflexion qui me vient, c'est que on a dans ce pays l'habitude de considérer qu'à partir du moment où la décision est prise, la tendance suit.
Regardez par exemple la décision de relancer le programme électronucléaire. Le problème, c'est pas tellement de prendre la décision d'en faire 6, 14, à mon avis 20, des EPR. Le vrai sujet, c'est comment on s'y prend. Bon, j'espère qu'il y a des gens qui sont en train d'y travailler, mais vu les expériences récentes de Flamanville ou Hinkley Point, il y a quand même un sujet. Donc le problème, c'est pas tellement de prendre la décision, le problème, c'est l'intendance qui suit, comment on fait pour faire en sorte que la décision soit implémentée en temps et en heure, et notamment de façon urgente compte tenu de l'urgence climatique. Donc je pense qu'on a une espèce de biais d'intelligence sur ce sujet en France, qui est que un certain nombre de décideurs ont le sentiment que derrière ça suit. Ben non, ça suit pas. Et c'est ce qu'on appelle la gouvernance de la transition écologique ou de la transition énergétique. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant une prise en compte de cette réalité, à travers la nomination d'un certain nombre de ministres qui sont en charge de cette gouvernance. Je vous donne juste un exemple, et je suis navré, je ne vais pas développer trop longtemps. Les réseaux de bornes de recharge rapides et ultra rapides sur les réseaux routiers et autoroutiers. Le problème, c'est pas tellement d'implémenter des bornes, on peut les mettre au fur et à mesure des besoins. Le problème, c'est la connexion avec le réseau Enedis. Et ça, évidemment, ça demande de la programmation long terme. Pourquoi ? Parce qu'il faut intégrer aujourd'hui des tuyaux de transport d'électricité dimensionnés pour les besoins qui seront les nôtres en 2035 ou en 2040. Et ça n'a aucune chance de rentrer dans une équation économique de court terme, puisque vous surdimensionnez de façon très significative le tuyau pour des besoins qui ne vont s'exprimer que dans très longtemps. Et donc là, il faut un dispositif qui va permettre de financer ce qui n'est pas finançable naturellement pour le tuyau, et puis ensuite, charge aux gestionnaires des différents réseaux routiers ou autoroutiers d'installer les bornes. C'est pas compliqué tel que je viens de l'exprimer. Et en plus, nous apportons, nous, des solutions permettant de le mettre en œuvre qui consistent à dire qu'on pourrait financer la connexion avec le réseau Enedis ou RTE, enfin surtout Enedis, par un petit coefficient additionnel sur le péage. Ce serait presque indolore. Et ce serait plutôt vertueux puisque ce seraient les pollueurs d'aujourd'hui qui paieraient pour l'installation des tuyaux de bon calibre qui permettront d'alimenter et donc d'accompagner le développement de la mobilité électrique. Voilà. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, le consommateur que je suis ne peut pas s'empêcher de frémir quand il entend un exploitant d'autoroute entendre parler d'augmentation presque $1, mais c'est pas là-dessus que je voudrais vous chercher. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de signal prix, mais vous avez constaté que baisser le prix des péages autoroutiers ou baisser les prix des carburants, c'est pas franchement la meilleure incitation pour réduire la consommation de mobilité des automobilistes. On est bien d'accord. Et oui, c'est vertueux en fait. Juste pour comprendre l'histoire des bornes. Donc vous pouvez faire des bornes très facilement. Mais vous pouvez pas les brancher. Concrètement, comment ça se passe ? Vous allez voir Madame ou Monsieur Enedis, vous lui dites il me faudra un gros tuyau, ils disent on peut pas parce que ça va coûter trop cher. Non, Enedis joue parfaitement le jeu, ils sont absolument remarquables. Simplement, on ne peut pas surdimensionner de façon très importante les tuyaux aujourd'hui parce que c'est complètement en dehors des clous d'une équation économique de court terme. Et donc c'est là. Et donc il faudrait que les pouvoirs publics interviennent. Mais oui, mais c'est comme ce que j'ai raconté 2 fois sur les panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, pour lancer la machine du développement du photovoltaïque, il y a eu des subventions significatives permettant de combler la différence du prix de l'électricité verte en provenance du photovoltaïque versus l'électricité classique. On a eu besoin d'un mécanisme de subvention. Aujourd'hui, les prix des panneaux photovoltaïques qui ont remonté depuis 1 an ou 2, mais qui étaient descendus très bas, notamment en provenance de Chine, rendaient absolument inutiles ces subventions. Donc on est bien dans un problème de transition où il faut mettre de l'argent patient, donc de l'argent public pendant un certain temps, pour lancer la machine, pour lancer les process industriels permettant de faire baisser les prix, mais avec évidemment un horizon à plus long terme qui est un horizon qui peut se passer de ces subventions. Lorsque, avec Engie, en 2000, il y a 15 ans, on avait répondu aux éoliens offshore, notamment au large de Fécamp, qu'on n'avait pas gagné, rassurez-vous, on était sur une demande de prix au mégawatt qui était de 250 €. C'était gigantesque et on ne voyait pas comment on pouvait faire baisser ce prix. Aujourd'hui, vous avez des gens qui le prennent à 70 ou 80. Incroyable. Pourquoi ? Parce que tout le monde a fait des efforts et que le tout s'est rationalisé, s'est industrialisé.
Alors, il y a toute une série de questions sur l'aérien que je vais adresser cette fois-ci à Augustin. Donc des questions techniques ponctuelles, mais je pense que c'est important de le dire. C'est qu'est-ce que c'est qu'un carburant aéronautique durable et au-delà, est-ce que davantage que la question des carburants durables dans le secteur de l'aviation, n'est-ce pas le principe même des transports en avion de masse qui doit être remis en cause? Donc une question technique simple et une autre qui est peut-être un petit peu plus compliquée, même si vous la posez tous les jours. Merci beaucoup Jean-Marc. J'en profite puisqu'on évoque ce sujet pour dire devant les hauts représentants du ministère de l'Éducation que ce serait quand même une bonne idée que les maths ne soient plus optionnelles dès la première. Parce que le vrai sujet des années à venir, c'est de passer d'un monde où on a bouloté en 150 ans ce que la Terre a mis des milliards d'années à produire. Je vous rappelle que le premier prix de pétrole, c'était Drac en 1845 à peu près. Donc en 150 ans, on a consommé tout ce pétrole. C'est fini. Donc la vraie révolution des 20 années à venir, c'est une guerre de l'énergie. Et nous allons, nous tous, nous battre pour avoir de l'énergie verte. Parce qu'on parle d'énergie verte. Mais si aujourd'hui on voulait produire des carburants durables pour fournir toute l'aviation, il faudrait 85% des énergies renouvelables sur la planète. Autrement dit, il y aura une guerre des usages entre les raffineurs, les transporteurs, les constructeurs. Donc la vraie guerre des années qui viennent, ça va être une guerre technologique. Raison pour laquelle il ne me semblerait pas forcément une mauvaise idée de remettre les maths et la physique au premier rang du lycée jusqu'à la terminale. Passer ce petit message technique. Il y avait une question que tu posais, Jean-Marc, sur le fait qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Une des choses que peuvent peut-être faire les pouvoirs publics, contrairement à ce que je disais de façon un peu provocatrice tout à l'heure sur le thème, c'est à l'usager de payer. Aux États-Unis, on observe que les pouvoirs publics subventionnent la production de carburants aéronautiques durables. Et peut-être qu'il faut... Au passage, qu'est-ce que c'est qu'un carburant? Alors, un carburant aéronautique durable, qu'est-ce que c'est? Le principal facteur de carbonation des avions, c'est le kérosène qui émet du CO2. Et donc, il faut produire des carburants qui n'émettent pas de CO2. Alors, il y a plusieurs sortes de carburants. Il y a des carburants qui sont d'origine végétale, mais souvent ils rentrent en concurrence avec les usages alimentaires, donc ça n'est pas recommandé d'en abuser. Vous avez des carburants à partir de résidus de matière organique. Tout à l'heure, je parlais des huiles végétales, des huiles de friture. Et puis, vous avez des carburants qui sont faits à partir de procédés techniques sur lesquels ma voisine de droite est beaucoup plus compétente, qui sont... On additionne du CO2 capté dans l'atmosphère avec de l'hydrogène. Et de l'hydrogène plus du CO2 capté à la sortie des cheminées d'usine, par exemple, peut faire ce qu'on appelle un e-SAF, c'est-à-dire un carburant aéronautique qui n'émet pas de CO2, ou très peu, en fait. Il émet 80% de moins de CO2, parce qu'il faut quand même un peu de CO2 pour le produire. Et ce carburant durable, il est prévu par le Parlement européen que les avions devront en être dotés à hauteur de 50% en 2045. Donc aujourd'hui, la trajectoire d'incorporation obligatoire de ces carburants aéronautiques durables, donc qui se substituent au kérosène, elle est de 2% en 2025. Donc 2% du carburant des avions devra être forcément durable en 2025, 6% en 2030, 37% en 2040, 54% en 2045 et 85% en 2050. Cette trajectoire progressive d'incorporation est extrêmement ambitieuse. Et pour ce faire, effectivement, il faudra peut-être que, pour atténuer le choc sur le prix des billets d'avion, les pouvoirs publics encouragent par différents procédés incitatifs les producteurs d'énergie, dont Engie, à se lancer dans la production industrielle. Aujourd'hui, on estime qu'un carburant aéronautique dit durable coûte entre 3 et 10 fois plus cher qu'un carburant normal. Or, le prix du carburant rentre pour 25% dans le prix d'un billet d'avion. Donc, si demain matin, on devait intégrer 100% de carburant aéronautique durable qui coûte, allez, par hypothèse, 5 fois plus cher, vous voyez bien qu'en réalité, ça pourrait conduire à plus que doubler le prix du billet d'avion, ce qui est un peu brutal, j'en conviens. Alors, Monsieur Dromanet n'a pas répondu à ma question, donc alors, je vais la lui reposer autrement. Oui. L'aéroport d'Amsterdam Schiphol a annoncé récemment réduire le nombre de ses vols de 12%. Cette décision a d'importantes retombées environnementales positives et immédiates. Apparemment, ADP n'envisage pas de suivre cet exemple, virgule, pourquoi, point d'interrogation. Alors, non, ce qui est clair, c'est que le Schiphol a baissé son nombre d'avions, tout comme ISRO, parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines pour éviter qu'il y ait 4 heures d'attente au poste d'inspection filtrage.
C'est pas une mesure environnementale. Donc c'est absolument pas une mesure contrainte sociale. Nous sommes extrêmement à l'aise sur cette question du trafic aérien. Je vais redire ce que j'ai dit au début. Lorsque les pouvoirs publics nous ont demandé de mettre la raison d'être dans nos statuts, nous avons volontairement adopté une formule qui n'est pas une formule qui vise à accroître le transport aérien, mais à accueillir les passagers qui nous sont donnés. La raison d'être du groupe ADP, c'est accueillir les passagers et inventer l'aéroport de demain de façon responsable en France et dans le monde. Donc, moi, je suis très, très à l'aise. Mon métier, c'est de bien accueillir les passagers en France et dans le monde, et je n'ai aucun problème de croissance du trafic, puisque de toutes les façons, le trafic croîtra dans les pays émergents, qu'on le veuille ou non. Maintenant, dans nos pays développés, c'est un débat politique. Si demain matin, le Parlement devait décider de mesures coercitives sur la baisse du trafic aérien, ça m'économiserait des constructions de terminaux qui sont extrêmement onéreuses. Ça m'économiserait des entretiens de pistes. Donc, mon métier, qui est un métier d'investisseur avec des très très lourdes charges, serait d'autant allégé dans les pays développés, et je pourrais utiliser cet argent peut-être pour me développer dans des pays en voie de développement, ou peut-être moderniser mon duty-free dans les pays émergents et faire d'autres choses avec cet argent. Donc, le sujet pour nous, aéroports, d'un trafic aérien qui serait en décroissance est exclusivement un sujet politique. Et lorsque j'ai rendu hommage à nos équipes à Orly qui accueillaient un trafic record au début du mois de juillet, j'ai fait un petit post sur LinkedIn. Et M. Jean-Marc Jancovici, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup de respect puisque j'ai distribué sa bande dessinée « Le Monde sans fin » à tout mon comité exécutif il y a 6 mois, et je vous recommande de le lire, c'est très pédagogique. Monsieur Jean-Marc Jancovici a fait un autre poste en disant « Mais vous vous rendez compte, Monsieur de Romanet se félicite d'un très haut trafic, c'est scandaleux et criminel. » Et j'ai eu droit à des bordées d'insultes sur LinkedIn. Mais j'ai répondu « Cher ami, vous vous êtes totalement mépris. Je ne me félicite pas de la hausse du trafic. Je me félicite que mes équipes se motivent pour bien accueillir les gens et leur éviter que l'aéroport soit une punition. » Donc, c'est un débat éminemment politique. Mais si demain matin, on décidait que les Français ont droit à un crédit de billets d'avion chaque année et qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion plus de 3 fois hors de l'espace Schengen, mais ça m'empêche absolument pas de dormir. Je réduirais mes investissements et j'irai investir ailleurs. Donc, c'est un débat très politique. Et ce que je crois, c'est qu'il faut raison garder. Incontestablement, je l'ai dit au début de mon intervention, l'écosystème aérien a mis un peu de temps à réaliser sa transition énergétique, mais comme l'automobile, il va pouvoir le faire sur une durée qui va être assez réduite. Qui aurait imaginé il y a 20 ans qu'aujourd'hui le véhicule électrique donne lieu à ces besoins d'investissement considérables dont Xavier Huillard a parlé? Qui aurait imaginé que dès 2023, les autoroutes se donnent comme objectif d'avoir des bornes à recharge ultra rapide? Personne. Eh bien, personne ne doit douter que le transport aérien sera en mesure, d'ici assez peu d'années, d'être sur une voie de décarbonation très rapide. Je ne l'ai pas dit, mais il y a au moins 3 voies de décarbonation. D'abord, l'avion électrique. Peu de gens en parlent, mais dès aujourd'hui, l'avion électrique de transport de passagers à faible distance et faible nombre de passagers existe. La société Pipistrel, qui vient d'être achetée par Textron aux États-Unis, va produire un avion qui transporte 20 personnes sur 1 millier de kilomètres avec une propulsion 100% électrique. Et donc, vous avez aussi le développement des VTOL, les véhicules à décollage vertical, qui sont ce qu'on appelle vulgairement les taxis volants, qui sont des véhicules de transport de proximité, notamment pour les transports d'organes médicaux, qui sont 100% électriques. Le moyen courrier avec une propulsion à hydrogène, quelles que soient les difficultés techniques très importantes que représente le stockage d'un hydrogène liquide à moins 253 degrés, c'est tout de même une technologie sur laquelle le groupe Airbus aujourd'hui continue de s'engager. Et même si c'est plutôt pour la deuxième moitié du siècle, je pense que cela viendra. Et puis enfin, le recours au carburant aéronautique durable, dès lors qu'on serait capable d'honorer la demande du Parlement européen, qui est qu'en 2050, 85% des carburants aéronautiques soient sans émission de CO2, on aura, comme l'a dit Xavier Huillard, un transport aérien qui, passé la courbe des investissements, et grâce aux ingénieurs qui auront fait des mathématiques en première et en terminale, aujourd'hui, on aura un transport aérien qui sera de nouveau bon marché. Charlotte, 2 questions. Une, je vais vous demander une réponse courte. Est-ce qu'il est possible de faire beaucoup de carburant durable vite ?
même si on mangeait un peu plus de frites, à condition de pouvoir trouver de l'huile de colza. Oui, c'est possible. C'est ce que vous disiez. Enfin, la technologie, on la connaît. C'est théoriquement possible. Donc, faut la demande, faut que tout s'organise bien, mais c'est théoriquement possible. Et une autre question là, qui appelle. Oui. Question très importante. Ce que vous dites est fascinant parce que vous dites il faut de la demande. Mais moi, je peux vous dire une chose. C'est quand on va chez le ministre des Transports, quand un nouveau ministre des Transports arrive, il nous dit est-ce que vous n'avez pas des idées? On lui dit oui, par exemple, il faudrait accroître l'exigence d'incorporation de carburant durable plutôt que de taxer le kérosène. Et il nous dit oui, mais il n'y a pas d'offre. C'est un problème de poule et d'œuf. Donc moi, ce que je vous dis à vous, producteurs d'énergie, c'est que la demande pour le carburant aéronautique durable, même beaucoup plus cher, elle est là. Et si demain matin vous êtes capable de produire, il n'y a pas un ministre des Transports qui résistera 2 minutes à dire puisque les producteurs d'énergie peuvent fournir 10%, on va obliger à incorporer 10%. Donc c'est vraiment un problème de poulet d'œuf. Pardon, Augustin ayant réglé ce problème, je vais poser la dernière question qui est importante. Vous avez parlé à un moment des compétences. Est-ce que vous trouvez les compétences dont vous avez besoin? Est-ce que finalement, puisque la question de la demande là, a été réglée par Augustin, est-ce que la question des compétences, ça risque pas d'être ce qui risque de bloquer la transition, la vitesse de la transition? Pour moi, c'est un vrai sujet en fait, et c'est un sujet qui dépasse l'entreprise. Là, on a beaucoup parlé d'industrie, on a beaucoup parlé d'entreprise. Dans les tables rondes précédentes, on avait évoqué notamment le logement et la question de l'isolation thermique. Je pense que ça déborde. Alors nous, chez Engie, voilà, on arrive à recruter, c'est une grande entreprise. Il peut y avoir une réticence à aller dans de grandes entreprises, mais il y a quand même aussi un appétit. On y fait des choses très intéressantes, on délivre la transition énergétique, donc c'est assez passionnant. Mais au-delà de ça, on a besoin de gens qui sont pas nécessairement chez Engie, mais pour délivrer tout ce qui est isolation thermique. Quand j'évoquais les sujets de biométhane, on a aussi besoin d'un tissu industriel autour, d'équipementiers qui se développent beaucoup plus fort. Et en fait, pour moi, c'est là-dessus, c'est sur toute cette... et là, effectivement, la demande, non seulement elle est là, mais le besoin est surtout... Voilà, c'est là, et ça peut être ce qui peut freiner. Donc, il faut vraiment aller sur ces métiers-là. Je pense ce sont des métiers qui sont tous passionnants. Et je regarde Antoine Frérot. Il y a vraiment toutes les sortes de métiers qui peuvent être touchés par cette transition, ce besoin de transformation. Et on en a évoqué plusieurs. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler, sur les compétences. À mon avis, effectivement, alors je vous rejoins, pardon, mais sur le sujet collège-lycée, il faut pouvoir avoir une culture scientifique. Après, on fait le métier qu'on veut. Et de toute façon, on fait le métier qu'on veut, j'espère. Mais on a besoin de ça. Et puis au-delà, effectivement, des métiers qui vont être spécifiques et qui ne sont pas nécessairement des métiers... Alors, ce sont des métiers d'ingénieurs, mais pas toujours. Il y a aussi des tas de métiers qui vont être vraiment, pour le dire un peu de façon hâtive, col bleu, etc., mais sur le terrain dont on aura besoin. Et pour moi, il y a des filières entières à développer selon les secteurs. Merci de ce témoignage. La dernière question est pourquoi imposer des mathématiques pointues et la physique à des élèves de première et de terminale qui n'en ont pas du tout le goût? Ça montre bien que il est temps de terminer ces échanges, même si cette question est absolument essentielle, mais elle est hors du champ qui nous a été imparti, qui était de réfléchir aux moyens d'accélérer dans la transition dans des secteurs où elle est vraiment indispensable, nécessaire, vu l'ampleur des émissions de CO2 engendrées par ces activités. Et on voit qu'il y a plein de pistes. On voit qu'il y en a plein qui sont sur la table. On a parlé dans la table ronde précédente des pistes qui étaient là et de celles qui étaient à venir, mais on voit que déjà avec ce qui est là, on peut faire énormément de choses, au moins à horizon 10 ans. Et donc ça montre que les entreprises ont effectivement des solutions, qu'il y a des partenariats à réinventer entre les entreprises, entre des entreprises, leurs fournisseurs et leurs clients, et aussi avec les pouvoirs publics, mais qu'il y a des exemples qui ont marché et donc qui pourront marcher. Merci à vous trois, merci à vous qui avez assisté à ces débats.